Terre et parfum de scandale autour d'un homme politique ouest-allemand, M. Barschel, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Genève cet après-midi. Il était l'un des espoirs du Parti démocrate chrétien. Visite de M. Jean-Bernard Raymond en Syrie avec le président Assad. Il a évoqué le problème des otages français au Liban. 3 morts, des dégâts matériels importants, des régions agricoles sinistrées, le bilan de 48 heures de pluie et de tempête sur le sud de la France. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité va si vite qu'elle ne nous permet pas toujours de suivre les affaires autant que nous le voudrions. Pourtant, nous le faisons ce soir à propos de l'arrivée en France, mardi dernier, de 72 petits orphelins venus du Bangladesh après bien des problèmes et des péripéties politiques et administratives. Alors, souvenez-vous, nous vous avons montré l'arrivée de ces enfants, mardi dernier, à l'aéroport de Roissy, la joie des uns et des autres. Eh bien, ce soir, nous vous proposons de retrouver l'un d'entre eux installé dans sa nouvelle famille à Clermont, dans l'Oise. Patrice Velay, Yann Jiquel. Prenez votre main, voilà. Agrippez votre main, comme ça. Voilà. D'accord. Ça va mieux. Voilà. Photo souvenir pour Ananta. Loin, très loin des camps de réfugiés, le calme et la sécurité dans sa nouvelle famille. En quelques jours, une adaptation sans vraie difficulté. Ananta découvre la France et s'en amuse beaucoup. Autre nouveauté, le vélo. Marie, la grande sœur, montre l'exemple, mais l'apprentissage s'avère périlleux. On essaye de l'entraîner un petit peu, on le tient par le cou et puis ça y est, ça démarre un petit peu là. Les premiers coups de pédale sont bons. Ananta a un 3e enfant pour la famille Fourier. Une intégration en douceur, malgré la barrière de la langue. Quelques petites surprises tout de même. Premier bain qui a été un peu difficile. C'est-à-dire? Ah, il voulait pas se déshabiller devant moi. Il a bien voulu avec Lionel, mais avec moi... Non, non, il cramponnait ses affaires comme ça. Alors comment ça s'est fini? Je suis partie. Je les ai laissés se débrouiller tout seul. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec lui? On fait des gestes, on lui prend la main. Il est très observateur, alors ça c'est bien. Hein. On fait tous des efforts, quoi. Pas trop de place dans la maison des Fouriers. Alors Benoît et Marie partagent leur chambre avec ce nouveau petit frère. Côté cohabitation, tout va bien. C'est mieux pour jouer. Parce que quand il y a des jeux qu'il faut jouer à plus qu'à 2, c'est mieux. Alors, Madame ? Dans quelques semaines, Ananta apprendra le français avec l'institutrice du village. Pourtant, son avenir reste incertain. Le visa de tourisme délivré par l'ambassade du Bangladesh n'est valable que pour 1 an. La découverte cet après-midi dans une chambre d'un grand hôtel de Genève du corps d'un homme politique ouest-allemand, M. Uwe Barschel, ancien président de la province du Schleswig-Holstein, marque le point de départ d'un scandale qui va sans aucun doute éclater et secouer toute la classe politique de l'Allemagne fédérale. En effet, M. Barschel, qui appartenait à la démocratie chrétienne, était accusé d'avoir, en septembre dernier, voulu torpiller par des moyens douteux, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, un de ses adversaires politiques. Depuis, il avait fait l'objet de plusieurs enquêtes, jusqu'à cet après-midi, donc, où on l'a retrouvé mort. Mais là encore, les conditions de sa disparition, qui apparaissent à première vue comme un suicide, font déjà l'objet d'une controverse. Jérôme Bonny. Ce corps, emmené par les policiers suisses, c'est celui de Uwe Barschel, 43 ans, espoir du parti du chancelier Kohl, tombé au cœur d'un scandale politique. Il avait dû interrompre des vacances méditerranéennes pour comparaître devant une commission d'enquête parlementaire demain. S'est-il arrêté à Genève pour rencontrer une personne qui devait le disculper? C'est ce qu'affirme l'hebdomadaire Stern. C'est un reporter de ce journal venu pour l'interviewer qui a découvert aujourd'hui à 12h30 le corps de Barschel dans la baignoire de sa chambre de l'hôtel Beau Rivage. Les circonstances exactes de cette mort restent obscures. La police allemande avait parlé de balles de revolver. La police genevoise affirme que le corps ne portait pas de traces de sang. Mort naturelle,
ou suicide lié au scandale. Résultat de l'autopsie, demain. Alors justement, pour Uwe Barschel, le scandale avait éclaté en septembre dernier. Un de ses collaborateurs l'avait accusé à cette époque d'avoir voulu discréditer son adversaire du Parti social-démocrate en le dénonçant au fisc pour fraude et en payant même des détectives privés pour enquêter sur ses mœurs sexuelles. Monsieur Barschel avait aussitôt démenti, mais une enquête avait donc été ordonnée et la carrière politique de cet homme de 43 ans, considéré comme l'un des espoirs de son parti, la démocratie chrétienne, semblait alors très compromise. Fin de la visite du ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Bernard Raymond, à Damas, la Syrie qui tente actuellement visiblement de se rapprocher de l'Occident en raison d'une très sérieuse crise économique et qui voudrait obtenir l'aide financière de la France. Mais à Damas, il a été bien sûr également question des otages français du Liban, dont le sort dépend en partie de la Syrie quand on sait sa position dominante dans ce pays en guerre. Georges Bortoli. 3h45 d'entretien entre Jean-Bernard Raymond et le président Hafez el-Assad, voilà qui montre bien l'intérêt que l'homme fort de la Syrie au pouvoir depuis 17 ans porte à cette relance des rapports franco-syriens qui s'étaient quelque peu distendus depuis près d'un an à la suite des sanctions votées par la communauté européenne contre la Syrie en liaison avec une affaire de terrorisme en Grande-Bretagne. Sur les grandes questions politiques telles que la guerre du Golfe ou telles que le Liban, Français et Syriens échangent leur point de vue sans vraiment parvenir à se convaincre. Mais ces échanges de vues ont été tout à fait courtois avec un plus, qui est que dans la douloureuse affaire de nos otages, Damas a toujours montré de la compréhension et même de l'efficacité pour aider les Français. C'est pourquoi ici à Damas, Jean-Bernard Raymond ne pouvait pas ne pas parler de cette affaire des otages. Il était tout à fait normal que j'évoque cette question en Syrie, alors que chaque fois qu'il y a eu des libérations d'otages, pendant la période où nous avons eu des libérations d'otages, c'est-à-dire 5 libérations, je vous le rappelle, la Syrie a toujours joué un certain rôle dans cette libération, même si le gouvernement de Téhéran avait joué un rôle qui me semble fondamental. Le président de la République, M. Mitterrand, rentre ce soir d'Amérique du Sud. M. Mitterrand a fait une dernière escale au Pérou, on le voit sur ces images, une démocratie socialiste en but à la crise économique. M. Mitterrand avait voulu cette visite pour éviter à ce pays de s'isoler un peu plus de la communauté internationale, dans la mesure où son président, M. Garcia, a décidé unilatéralement de limiter le remboursement de sa dette extérieure à 10% du revenu de ses exportations. Aux États-Unis maintenant, le pasteur noir Jesse Jackson pose à nouveau sa candidature à l'investiture du Parti démocrate pour la prochaine élection présidentielle. Après le retrait pour liaison adultère de Gary Hart et pour mensonge de Joseph Biden, il est le mieux placé dans les sondages, mais son parti n'est pas encore disposé à proposer la candidature d'un noir à la présidence. En France, une semaine après l'opération policière très spectaculaire et très discutée au Pays basque français, une prise de position intéressante, celle de l'évêque du Pays basque justement, qui, tout en réaffirmant que l'Église n'a pas à prendre de position politique, est bien obligé de tenir compte de l'attitude de ces prêtres qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont liés de près, voire de très près, à la cause nationaliste. Dominique Thiers. Le poing brandi sur fond d'hymne basque devant la cathédrale de Bayonne, l'image, pour ne pas être nouvelle, n'en était pas moins saisissante. Plus saisissante encore, celle d'un évêque qui accueillait une délégation d'élus basques espagnols venus protester contre la vague d'expulsion du début de la semaine. L'évêque, un Landais, Monseigneur Moller, nommé à ce poste il y a un an. Nul ne se doutait alors qu'il romprait avec la tradition. Une tradition de silence sur tout ce qui concerne les problèmes épineux des Basques. Église et politique, Église et violence, il refusait de se voiler la face. À l'écoute des prêtres de la région, il découvrait une réalité locale qui lui interdisait les facilités de la condamnation. Juin 1987. Les obsèques d'une militante d'Hyper-Etarac décédée accidentellement lors de son arrestation. 12 prêtres assistent à la cérémonie. Pour la plupart, Maï Egui était d'abord une amie du village, mais certains se considéraient solidaires de son combat, même s'ils n'en approuvaient pas les formes violentes. Je suis contre la lutte armée, mais entre choisir la France qui est notre ennemi à elle et à moi,
et Madi, avec lequel je suis en désaccord, je le répète, mais qui était quand même de mon village et ma voisine, le choix ne faisait pas de doute. Et j'étais là-bas pour montrer ma solidarité avec elle et avec sa famille qui était dans la douleur. Est-ce que vous assisteriez à des obsèques d'un gendarme ou d'un CRS tué par Iparé-Tarac, par exemple? Si c'est un type de mon village, j'irai parce que je veux un enterrement des gens de mon village. Ailleurs, je n'ai pas de raison d'y aller. Je n'ai pas de solidarité avec eux. Le message est clair et loin d'être isolé, il représente un véritable mouvement dans le clergé basque. Mikel Lekuona est l'un des fondateurs de l'association Eriarekin, en français Avec le peuple. Une association qui regroupe la moitié des prêtres basques. Ils affichent leur nationalisme et ils savent qu'ils sont suspectés de soutenir les activités des clandestins. Chaque fois que nous intervenons, même pacifiquement, comme c'était le cas la semaine dernière, eh bien, il y a des bruits qui courent, que tel est en prison, qu'on a trouvé des armes chez le curé de tel endroit, en particulier le mien, et il y a des bruits qui courent comme ça, et ça, c'est tout à fait... C'est de la calomnie? C'est de la calomnie? Absolument de la calomnie. Septembre 87. La suspicion éclate au grand jour. Les rumeurs de complicité d'une partie du clergé avec les militants clandestins d'Iparé-Tarac aboutissent à une vaste opération policière. Le monastère de Belloc, où vivent 50 moines bénédictins, est fouillé de fond en comble. Des coups de téléphone anonymes y dénonçaient la présence de Philippe Bidard. Déploiement de force sans résultat. C'est avec les rumeurs, les autorités locales, les tempéraments entiers de certains prêtres que l'évêque de Bayonne doit composer. Quand ces prêtres, de tel ou tel prêtre, réagissent à leur manière, eh bien, ce sont souvent des joueurs de pelote basque. Alors, pour la pelote basque, il faut de la force et de l'adresse. Alors, souvent, ils ont de la force, mais souvent aussi, ils manquent d'adresse. Alors, l'évêque est là pour servir de fronton et pour leur renvoyer la balle du tac au tac, ce qui n'enlève rien à l'estime et à l'affection qu'il leur porte. La parabole, puisée dans la culture basque, ne cache pas pour autant la fermeté du propos. Pour l'évêché, le prêtre n'est pas un militant politique, mais grande première au Pays basque, l'évêque est prêt à en débattre au sein de l'Église. La politique. Le parti radical valoisien, composante de l'UDF, c'est-à-dire la majorité, entend bien établir un dialogue avec Raymond Barre avant de lui accorder son soutien dans la course à l'Élysée. Et M. Rossineau, ministre et président du parti radical, demande à M. Barre de cesser de critiquer les partis politiques et de prendre l'engagement, en cas de victoire, de refuser tout poste ministériel à un membre du Front National dans le gouvernement qui serait alors formé. Et à propos du Front National, notre service politique me signale qu'après les incidents provoqués par le Front National, souvenez-vous, vendredi soir à l'Assemblée nationale, eh bien, le bureau de l'Assemblée va se réunir mardi matin pour éventuellement prendre des sanctions. Entre-temps, je vous le rappelle aussi, M. Jean-Marie Le Pen se sera exprimé puisqu'il parle demain au cours d'une conférence de presse. La crise économique fait reculer l'absentéisme dans l'entreprise. Une étude de l'Institut ADIAP pour le magazine Gestion sociale fait apparaître en effet qu'en 1979, l'absentéisme moyen par salarié en France dépassait les 17 jours et il est tombé en 1985 à moins de 14 jours. Économie encore avec les journées des créateurs d'entreprises, une manifestation importante quand on sait que ce sont les petites entreprises qui créent actuellement les emplois. Mais pour cela, il faut avoir des idées originales. Ensuite, tous les espoirs vous sont permis. Alain Doubeski. Non, ce n'est pas un jukebox, c'est un distributeur automatique de disques compacts et de cassettes musicales. Il n'y en a qu'un au monde et il est à Paris, dans une galerie marchande près de l'Opéra. Un prototype imaginé, mis au point par 2 jeunes Français. Leur souhait aujourd'hui, construire plusieurs dizaines d'appareils, puis les vendre ou les exploiter eux-mêmes. Ils partent d'un constat simple. Il y a de moins en moins de disquaires en France, 3000 il y a 10 ans, 300 aujourd'hui. Or, selon eux, s'il faut des conseils pour choisir certaines musiques, pas besoin de vendeurs pour acheter le dernier tube. On doit simplement proposer une bonne sélection au bon endroit. Galerie marchande, boîte de nuit, grande surface. Mais avant d'en arriver là, que de problèmes. C'est un peu un parcours du combattant. Si vous voulez, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet et chaque étape est difficile à franchir, surtout pour un jeune au départ. Il faut acquérir une certaine crédibilité auprès des institutions financières, il faut obtenir une certaine crédibilité auprès de nos partenaires potentiels, donc c'est pas facile.
Ce qui nous pousse à avancer, c'est surtout la passion qu'on a pour ce qu'on crée. Dans le cas présent, c'est un distributeur automatique qui a trait à la musique. Effectivement, c'est plein d'embûches, c'est comme ça, et il faut avancer. Et c'est seul avec votre cœur, avec votre âme que vous avancez. Un distributeur automatique, c'est une grosse boîte de tôle, mais à l'intérieur, il y a de l'électronique. Franck et Laurent ne construisent pas eux-mêmes leurs appareils. Ils ont proposé un plan à un industriel spécialisé. Il l'a accepté. Les premiers distributeurs sortiront en série l'an prochain. La jeunesse des interlocuteurs n'a pas gêné ce fabricant. Bien au contraire, je dirais que la distribution automatique est naissante. Elle est jeune, elle est pour eux. C'est un projet qui était tout à fait dans le sens de ce que l'on peut penser de la distribution automatique du futur. Qu'on ne s'y trompe pas, Franck et Laurent ne gagnent pas encore d'argent. Ils ont dû se transformer en chasseurs de primes, emprunter. Avant d'être riches, ils devront relever encore beaucoup de compteurs. Vous comme moi, nous recevons tous plusieurs fois par mois, si ce n'est par semaine, l'assurance que nous avons gagné des lots miraculeux dans des concours auxquels d'ailleurs souvent nous n'avons jamais participé. Alors vous voyez ce que je veux dire, des voitures, des bracelets et j'en passe. Eh bien, le tribunal de Lille, pour une affaire de ce genre, a condamné pour publicité mensongère et loterie prohibée l'entreprise de vente par correspondance de la Redoute. Un jugement qui a inspiré cette semaine Gérard Pabiot. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un aveu. Ça ne sortira pas des 15 millions de téléspectateurs que vous êtes. Madame Pabiot, mon épouse, n'existe plus, je veux dire en tant que telle, rassurez-vous, et cela depuis longtemps, hélas, très longtemps. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que des organismes chaleureux m'en remémorent constamment le souvenir, certes agréable, par des tonnes de lettres à mon nouveau domicile. Et tout cela pour m'apprendre qu'elle gagne, qu'elle n'arrête pas de gagner des prix pour lesquels elle n'a jamais concouru. Et pour cause. Alors frustré, j'ai téléphoné à Madame la Redoute, messieurs les Trois Suisses et Mademoiselle Blancheporte, pour apprendre que les hommes, 22% de la clientèle environ, pouvaient aussi gagner. Youpi! Enfin, youpi, depuis ma vie n'est plus la même pour moi qui, perdu dans la foule anonyme des acheteurs potentiels, devient brusquement l'élu, le gagnant, le client 3 étoiles. Gérard Pabiot! Gérard Pabiot! Oui, qui m'appelle, qui me demande... Qui... C'est la Redoute. Et que dois-je faire? Vous êtes le champion du catalogue. Allez chez votre libraire. Ouvrez à la 7e page. Et grattez. Grattez. Si le numéro se termine par 48, c'est gagné. Alors, téléphonez. Bon, j'ai téléphoné et j'ai gagné. Pas les gros lots proposés, certes, mais le plus petit, celui-là, à condition toutefois que je passe commande d'autre chose. Bah voyons. Un autre exemple. Vous cochez « Oui, je veux un cadeau ». Non, j'achète pas le produit. Et le lundi, vous avez une montre gratuite, ça c'est le Reader Digest. Jeudi, des livres cadeaux non commandés. Et le samedi, la facture pour l'ensemble. Ça va pas, non? Pour gagner, voyez-vous, il faut y croire. Ne dites surtout pas « Foi moi, jamais ». Cette saillante tenue de damar, par exemple, peut vous valoir un saphir. Prix de ce collier, impossible à dire, aucun joaillier n'a voulu se mouiller. Bizarre, non? Bon, j'ai l'air de plaisanter, mais certains jeux concours peuvent être fatals à des crédules cardiaques ou suicidaires, ça s'est vu. Alors, de gros gagnants, il y en a tout de même, voyez-vous, 1 sur 10 000 environ. Finissons donc sur une note gaie, celle du monsieur qui a trouvé dans son journal une clé, et grâce à cette clé, la voiture de ses rêves. Enfin, presque. Ouais, ça fait du bien de rire en s'informant. La science détruit les légendes. L'exploration systématique hier et aujourd'hui du Loch Ness par une expédition disposant de moyens sophistiqués aboutit au résultat suivant: il n'y a pas de monstre sous les eaux. Pourtant, le chef de l'expédition conserve un doute, peut-être a-t-il envie de revenir, ou bien encore pense-t-il au tourisme local qui, depuis 54 ans, vit de cette légende. Patrice Pellet. Je pense réellement qu'il y a quelque chose là-dedans. Je l'espère en tout cas, ça sera amusant. C'est justement pour vérifier ce que dit cette lady que pendant 3 jours, 24 bateaux munis de scanners ont sondé le Loch Ness. Mais Nessie, gloire nationale, n'a pas traversé le filet électronique, pas vu, pas pris. Les organisateurs ont expliqué à la presse qu'ils avaient bien reçu quelques échos radars sur leurs écrans, mais rien qui ressemble à un monstre. De toute façon, pour les commerçants, Nessie existe bel et bien. Il faut que l'argent rentre. Au musée, 15 francs l'entrée, on montre toujours ce film
et le directeur explique à sa façon pourquoi l'opération était vouée à l'échec. Les scanners ne peuvent rien repérer sur les bords et dans les recoins. Donc, si le monstre est là, ils ne le repéreront jamais. 3 jours de recherche, 5 millions d'investissements pour rien. Ce soir, les Écossais commencent à douter de leur monstre. Je pense qu'il y a quelque chose dans le lac. Un poisson. Pour les sceptiques, le monstre du Loch Ness ne serait qu'une loutre. Une loutre de 20 mètres de long et vieille de 500 ans. Avouez, ça fait beaucoup. Bref, l'affaire est loin d'être terminée. Le sport maintenant, avec un retour en forme spectaculaire, confirmé pour Yannick Noah qui remporte le Grand Prix de Bâle. Il a battu en finale l'Haïtien Agénor en 3-7. Gérard Rolls lui-même. Sur son carnet de Bâle, Noah avait écrit « Retour à Bâle ». En finale, cet après-midi, il a battu Agénor Ronald. Bon, allez, on arrête la poésie, les vacances sont finies. Yannick a réussi une excellente rentrée avec cette victoire en 3-7 contre Agénor dans le tournoi en salle de Bâle. Début de semaine difficile pourtant pour Noah, et c'est normal après de longues vacances. Même si les adversaires ne sont pas les meilleurs du monde, il faut se réhabituer au rythme de la compétition. Noah doutait, Noah hésitait, Noah s'interrogeait, mais en fait de jour en jour la confiance est revenue. Il a battu Guntart, Skoff, Forget, et puis cet après-midi, c'était la finale. Noah a d'abord gagné le premier set au tie-break, 7-6. Ensuite, ce fut beaucoup plus facile, 6-4, 6-4. La balle de match. Agénor en a d'abord sauvé 3, mais celle-là est dehors. Du moins, c'est l'opinion de l'arbitre, même si le juge de ligne a hésité. Agénor grogne, mais ne conteste pas trop. Noah a gagné. Commentaire de Yannick après le match. Maintenant, j'ai vraiment envie de recommencer à jouer au tennis. Cyclisme maintenant, l'une des dernières classiques de la saison. Créteil-Chaville a été remportée par le Hollandais Van der Poel. Jean-Paul Olivier au commentaire. L'échappée décisive dans ce Créteil-Chaville, la voici. Charlie Mottet attaque, très vite suivi du champion d'Italie, Bruno Leali. Autre champion national, Adrie Van der Poel. Il vient se joindre au duo. Adrie Van der Poel, excellent sprinter, homme dangereux. Une belle brochette déjà, mais 2 hommes vont se joindre à ce trio. 2 hommes qui sont l'Italien Mauricio Fondries et le Hollandais Teun van Vliet. Ces 5 hommes ne seront pas rejoints. Charlie Mottet, déjà vainqueur récemment du Grand Prix des Nations. Le champion de Hollande, vainqueur du Tour des Flandres il y a quelques années. Teun van Vliet, révélation du début de saison. Et aussi Bruno Leali, ainsi que Fondries, un jeune Italien. À l'arrivée, Charlie Mottet lance le sprint. Il reste planté sur son braquet. Adrie Van der Poel l'emporte. Voilà, et puis de magnifiques images maintenant du marathon de Venise, la cité des Doges, telle que vous la voyez rarement sous un ciel d'automne, des athlètes qui traversent les ponts et les ruelles, longent les quais, filmés d'hélicoptères, sculpture et sport, enfin réconciliés. C'était cet après-midi à Venise, le marathon. Du coup, j'étais tellement bucolique que j'en ai oublié le nom du vainqueur. Bien, pour ça, vous voudrez bien m'en excuser, vous vous reporterez à votre quotidien sportif habituel. Ce qui compte, ce sont ces images magnifiques. Et puis maintenant, le tiercé de cet après-midi. Les rapports vont s'inscrire sur l'écran. Il y avait un tiercé et un quarté. Pour gagner le tiercé, il fallait jouer le 7, le 10 et le 2. Ça rapporte une coquette somme, 17 510 francs. Et puis il y avait un quarté plus, comme son nom l'indique, 7, 10, 2, 13. Et là aussi, un très beau rapport, 114 486 francs et 60 centimes à ramasser sur le comptoir. Avant de passer à la météo, un bilan du mauvais temps qui a régné sur tout le sud de la France ces dernières 48 heures, et notamment sur la Côte d'Azur. Henri Bodiguel. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, où les rafales de vent ont parfois dépassé les 130 km/h, c'est l'extrémité de la digue protégeant le port qui s'est écroulée, et avec elle, le phare qui indique le chenal d'accès. Ce matin encore, on procédait à la mise en place d'un balisage provisoire pour éviter tout accident. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'interventions à faire sur le secteur? Sur le secteur, oui, énormément d'interventions. Énormément d'interventions. Bon, tout ce qui a été, si vous voulez, mer, nous on a été très handicapés. On a une vedette de sauvetage qui est là d'ailleurs. Mais qu'on ne pouvait pas sortir, la mer était vraiment trop grosse, on ne pouvait pas prendre la base du port. On aurait pu sortir à la limite, mais pas rentrer. Hein.
Mais alors par contre, tout ce qui a été à l'intérieur, ça a été assez sévère. Hein. C'est-à-dire bon, des caravanes renversées, des chutes d'arbres, des chutes de cheminées, des chutes de tuiles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Toujours au bord de la mer, mais à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est un pousseur de barge amarré à quai qui a failli couler. Dans le bassin principal du port, on n'aperçoit plus maintenant que le sommet des mâts de 2 bateaux de plaisance coulés par la tempête. Plus loin, la mer a envahi un quartier périphérique de Port-Saint-Louis au point que l'eau atteignait parfois 70 cm à l'intérieur de ces maisons. Dans la région, on n'avait pas vu pareille tempête depuis 1979. Voilà donc pour le point de ces dernières 48 heures. Et maintenant, Sophie, ça va continuer ou ça va s'arrêter? Eh bien, ça continue encore demain dans le sud-est. Et puis moi, pour demain, eh bien, je me propose une sonate d'automne avec toujours un cœur de perturbation et des nuages qui donneront le la. Ces nuages, vous allez les voir tout de suite sur l'image satellite. Donc une perturbation se décale vers l'est, une autre arrive par l'ouest. Elles vont se rencontrer, ces perturbations, et nous offrir une carte du temps encore bien triste pour demain, surtout sur l'est du pays, avec beaucoup de nuages et encore de fortes pluies sur la Côte d'Azur, sur la Corse, ainsi que sur la région, sur la vallée du Rhône. Donc sur toutes ces régions de fortes pluies, des neiges en montagne, dans les Alpes à partir de 1200 mètres, ainsi que sur les Pyrénées. Seule région épargnée demain, ce sera le Languedoc-Roussillon, où le soleil brillera, un ciel bien dégagé par le Mistral et la Tramontane qui souffleront aux alentours de 100 km/h. Des pluies du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace jusqu'en Franche-Comté. À l'arrière, eh bien, le soleil alternera avec des averses et du vent, soufflera également sur la Bretagne et les côtes de la Manche, du vent de nord-ouest qui soufflera aux alentours de 70 km/h. Les températures prévues pour demain sont fraîches. Elles s'échelonnent de 12 degrés à Paris et à Nancy, à 15 degrés à Tours et à Nantes, et de 12 degrés à Grenoble jusqu'à 21 degrés en Corse. Voilà, très vite demain, nous serons le lundi 12 octobre et nous fêterons les Wilfried. Voilà, merci beaucoup. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure en fin de programme. Philippe Gassot, avec notamment comme invité Madame Gisèle Halimi, à propos des problèmes actuels qui se posent à l'UNESCO. Et puis si vous aimez la politique, ce soir dans Apos, eh bien Bernard Pivot reçoit un confrère, Franz-Olivier Gisbert, qui a écrit un livre passionnant sur Jacques Chirac, l'actuel Premier ministre. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2, à la semaine prochaine.